Bonsoir, je commence ce point de situation sanitaire avec ce soir une organisation un petit peu différente. Nous allons, avec le préfet Alain Thirion, vous donner des éléments à la fois sur les enjeux sanitaires et les enjeux non sanitaires. La situation à l'international est la suivante. Nous sommes à plus de 318 000 cas, soit 33 000 de plus. 94 000 personnes guéries, et vous savez que désormais l'épidémie progresse essentiellement hors de Chine avec 236 000 cas. 169 pays sont touchés, l'Europe est l'épicentre de cette pandémie avec plus de 158 000 cas et près de 8 000 morts. C'est aussi une forte augmentation que l'on observe aux États-Unis avec plus de 7 000 cas en 24 heures. Après la Chine, les pays les plus touchés sont l'Italie, 6 557 cas de plus, soit 53 000 cas, puis l'Espagne, 28 000 cas, les États-Unis, 27 000 cas, l'Allemagne avec près de 24 000 cas et l'Iran à 21 500 cas. En termes de mortalité, on déplore 13 664 décès, dont 3 144 en Chine et plus de 10 000 hors de Chine. Les pays les plus touchés sont l'Italie, 5 476 décès, l'Espagne, 1756, et l'Iran, et vous savez, l'Italie a dépassé la Chine en termes de décès. La situation en France, nous sommes devant une épidémie qui continue de s'étendre et de s'aggraver. Nous avons, vous le savez, plusieurs sources de résultats. La première source, ce sont les résultats des tests PCR qui nous sont confirmés par Santé publique France. Ce jour, nous avons 16 018 cas, 35% de ces cas ont moins de 65 ans. Aujourd'hui, plus de 4 000 tests sont effectués chaque jour. Plus de 60 000 tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie. 70 laboratoires supplémentaires sont en capacité de réaliser des tests, portant leur nombre à 120. Nous sommes ainsi dans les premiers pays européens en matière de capacité de dépistage. Nous continuons à multiplier nos capacités de tests pour être prêts, notamment quand il faudra lever le confinement. L'espoir est aussi tourné vers la recherche qui devrait permettre d'ici quelques semaines de disposer de méthodes plus simples, plus rapides, mais aussi d'autres outils comme les sérologies. Je tiens à apporter une précision sur les tests. Deux types de tests classiques existent en maladies infectieuses. Ceux que nous réalisons aujourd'hui, qui sont des tests dits PCR, c'est une réaction à la recherche du génome du virus, qui recherche si la personne que vous testez est porteuse ou non de ce virus. Si le test est positif, la personne a du virus dans son tractus respiratoire, dans ses muqueuses. Si elle est négative, elle est soit guérie, soit pas encore atteinte. Et donc, elle peut avoir un test négatif aujourd'hui dimanche et être positive éventuellement demain lundi. De nouveaux tests arrivent, fondés sur la recherche d'anticorps. Ces tests, qui sont classiques, on appelle ça des sérologies, permettent de savoir si vous avez été en contact avec le virus et donc si l'on est guéri, immunisé contre le virus. Ils sont complémentaires aux tests que je vous ai décrits auparavant, ces fameuses PCR, et permettront notamment de mieux connaître l'ensemble des personnes immunisées et la proportion de la population qui a été touchée. Deuxième source de données, les données fournies par l'ensemble des hôpitaux de France. Aujourd'hui, nous avons 7 240 personnes hospitalisées, 1 746 cas graves en réanimation, avec des formes graves, vous le savez, même chez les adultes. En 3 semaines d'épidémie, c'est davantage qu'une épidémie saisonnière de grippe grave qui dure en général 3 à 4 mois. 2200 personnes, c'est important, sont sorties de l'hôpital guéries. 8 régions sont particulièrement touchées ce soir, l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et nous déplorons 674 décès en milieu hospitalier. 87% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Je voudrais le dire ce soir, derrière ces chiffres, derrière ces nombres, il y a à chaque fois des personnes, des hommes, des femmes, une famille en deuil, un drame humain, et vous le savez, à chaque fois, c'est un coup de poignard pour l'ensemble des soignants. Je voudrais profiter du point de ce soir pour adresser à toutes les familles de victimes, à leurs proches, à leurs amis, mes condoléances les plus sincères. À l'hôpital, en réanimation, en ville, en EHPAD, le virus tue et il continue de tuer. Et face à lui,
Tous les personnels soignants sont en première ligne. Aujourd'hui, un premier médecin est décédé. Je souhaite exprimer tout mon soutien et ma tristesse la plus profonde à sa famille et à ses proches. La résistance, c'est aussi la transparence. C'est ce que nous faisons depuis le début de la crise. De nombreux chiffres circulent ces derniers jours sur le nombre dit réel de cas d'infection Covid en France. Vous le savez, Santé publique France nous transmet des données sur les cas biologiquement confirmés par test. Ces chiffres sont évidemment une sous-estimation du nombre de cas réels, et je le dis en toute transparence comme nous l'avons toujours dit. Pourquoi ? Parce que nous ne testons pas tous les sujets porteurs du virus, tous les sujets malades, tout simplement parce que de nombreux patients sont asymptomatiques. Certaines études internationales nous disent que 9 personnes sur 10 ignorent qu'elles sont porteuses du virus ou qu'elles l'ont été parce qu'elles n'ont pas ou peu de symptômes, et donc n'auraient même pas pensé à se faire dépister. Deuxième source, très fiable, les remontées des données hospitalières chaque jour. Le nombre de patients qui rentrent, le nombre de patients hospitalisés, la présence de patients en réanimation, les décès hospitaliers et les sorties de personnes guéries. Enfin, troisième source, et c'est encore plus important, la situation en ville. Santé publique France travaille avec les médecins généralistes, les laboratoires, SOS médecins, les médecins sentinelles, à la réalisation d'une surveillance syndromique que je vous ai déjà présentée, c'est-à-dire finalement la part de patients qui appellent leur médecin traitant, qui demandent un avis pour un tableau évocateur d'infection à coronavirus. Et ça permet d'avoir une estimation de la circulation du virus dans la communauté, mais aussi une surveillance de la mortalité, parce que, évidemment, on meurt à l'hôpital, mais on meurt aussi, malheureusement, en ville ou dans des EHPAD. La situation va continuer de s'aggraver ces prochains jours avant que les effets d'un confinement strict ne fassent ralentir l'épidémie. En attendant, les Français doivent se montrer patients et solidaires. Rester chez vous, c'est sauver des vies, c'est éviter des cas graves. Et sauver des vies, ce n'est pas simplement faire baisser des chiffres, parce que derrière chaque chiffre, il y a une personne, une famille, des amis. Réanimateurs, généralistes, internes, infirmiers, aides-soignants, médecins coordinateurs en EHPAD, pharmaciens, transporteurs sanitaires, ambulanciers, toutes les équipes des centres hospitaliers, des agences régionales, des agences sanitaires, tout le monde est au front pour combattre sans merci le virus et pour sauver des vies. À leur côté, nous continuons le travail car la résistance ne fait que commencer. Cette résistance commence par les masques. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a développé ce point longuement hier. Les masques restent en priorité pour les soignants. Si vous avez des masques, donnez-les aux agences régionales de santé, aux hôpitaux, aux médecins, aux infirmiers, aux pharmacies. C'est la transmission par les mains qui nous pose le plus de risques. Et seuls les gestes barrières nous protègent réellement. Lavez-vous donc les mains très régulièrement et restez attentivement à plus d'1 mètre de toute personne. La résistance passe aussi par les traitements. De nombreux protocoles de recherche sont en cours. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme traitement. Le ministère des Solidarités et de la Santé suit attentivement ces avancées. Nous soutenons fortement la recherche clinique. L'INSERM a annoncé aujourd'hui le lancement d'un essai clinique européen destiné à évaluer 4 traitements expérimentaux pour lutter contre le coronavirus. Baptisé Discovery, il inclut notamment l'hydroxychloroquine. 3200 patients européens, dont 600 Français, seront inclus dans l'étude qui associe également la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Un essai, ce ne sont pas des tubes à essai, ce ne sont pas des souris, ce sont des malades que l'on traite en milieu hospitalier sous stricte surveillance, mais qui ont donc accès à ces molécules pour tester l'efficacité de ces molécules sur le virus et sur leur évolution clinique. Et donc on observe l'évolution de ces malades sous ce traitement, et c'est très important de le faire rapidement et dans ces conditions. Nous avons soutenu et autorisé l'essai du professeur Raoult, avec l'appui de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des CPP, des comités de protection des personnes, et vous savez que cet essai a permis d'aboutir à des résultats intéressants qui sont d'ailleurs publiés ce jour dans International Journal of Antimicrobial Agents. Toutes ces données très intéressantes, multiples, françaises, européennes, internationales, nous les analysons. Certaines sont décevantes, certaines sont intéressantes. Il y a des observations aussi qui nous remontent sur ces molécules, comme sur d'autres. On a beaucoup parlé des antirétroviraux, on a beaucoup parlé de certains antibiotiques. Tout ça est évidemment analysé avec le plus grand soin par l'ensemble de la communauté scientifique
et médicale française. La résistance, c'est aussi la solidarité. Celle-ci s'organise au niveau européen et international. Je voudrais ce soir remercier chaleureusement le Luxembourg, la Suisse et l'Allemagne qui vont dans les prochaines heures permettre l'accueil de plusieurs malades graves ayant besoin d'une aide respiratoire du Grand Est vers leurs hôpitaux. Vers l'Allemagne, ce sont 13 transferts sanitaires qui sont en cours. Le ministre-président du Land de Saar a annoncé la mise à disposition de lits à destination de patients français. Vers la Suisse, 2 transferts du centre hospitalier de Mulhouse vers l'hôpital de Fribourg ont eu lieu hier et ce matin par voie terrestre et d'autres transferts seront effectués. Vers le Luxembourg, 7 transferts vont être réalisés par hélicoptère. Les équipes médicales et logistiques sont en contact pour organiser cette opération et je les remercie une nouvelle fois. Un grand merci donc à nos voisins pour cette belle solidarité. Vous savez que les armées et le service de santé des armées sont pleinement mobilisés. Ce jour, le navire des armées, le Tonnerre, a permis le transfert de 12 patients graves de la Corse vers le continent. La solidarité s'organise aussi entre acteurs locaux. L'ARS Grand Est, grâce à la mobilisation de tous les acteurs de santé de cette région, a ainsi pu doubler les capacités d'accueil en réanimation à l'échelle régionale et compte ce jour près de 900 lits en réanimation. Je voudrais aussi remercier nos concitoyennes et nos concitoyens pour l'élan de solidarité qu'ils témoignent envers les soignants, avec leurs applaudissements de 20 heures, avec des repas offerts, des masques donnés. Ils continuent à faire bloc avec eux et vous savez que pour les soignants, c'est extrêmement important. Enfin, il y a un mouvement de mobilisation sur l'ensemble du territoire français, des réanimateurs, anesthésistes, infirmières, un élan inédit et magnifique pour aller aider les établissements de santé les plus touchés par cette épidémie. Nous devons faire bloc, cela veut dire avant toute chose rester chez soi. Notre stratégie est concertée au jour le jour, basée sur des données scientifiques, selon les avis du Conseil scientifique qui va encore se réunir en début de semaine. Je peux parfaitement comprendre les inquiétudes, les doutes, les craintes, car au fond, rien ne sera jamais suffisant dans cette lutte contre le coronavirus. Mais c'est en étant unis et solidaires que nous traverserons cette crise. Je vous remercie. Bonjour à tous. Le professeur Jérôme Salomon m'accueille à ses côtés pour la première fois et je le remercie. Je serai conduit régulièrement à faire le point à ses côtés dans ce magnifique endroit. Pourquoi ? Dès le début de cette crise sanitaire, une coordination interministérielle a été mise en place au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Compte tenu de l'évolution de la situation, le Premier ministre a décidé d'activer la cellule interministérielle de crise qui fonctionne donc depuis mercredi 18 mars. L'ensemble de la réponse sanitaire continue à être traité par le ministère des Solidarités et de la Santé. Cette cellule a vocation donc à prendre en charge les aspects non sanitaires de cette crise, inédite par sa nature et par son ampleur. En complément de ce que vous a annoncé le professeur Salomon précédemment, je vais donc m'exprimer sur tous les aspects non sanitaires de cette crise et notamment la mise en place des mesures de confinement. La cellule interministérielle de crise est en lien étroit et permanent avec le ministère des Solidarités et de la Santé. Elle s'appuie dans son fonctionnement sur l'ensemble des centres opérationnels de tous les ministères concernés. Elle assure ainsi une unité d'action. La cellule permet une remontée d'informations provenant du terrain, notamment de l'État territorial, à travers les préfets et les directeurs des ARS qui sont tous mobilisés, et une diffusion des consignes gouvernementales de manière précise et efficace. Le président de la République a rappelé que nous avons besoin d'une articulation maximale entre les échelons centraux et locaux. Unité et réactivité sont les deux maîtres mots depuis le début de cette crise pour gagner la guerre contre le virus. Pour cela, un fonctionnement inédit de la CIC s'est mis en place. Des pôles thématiques sont venus en effet compléter les grandes fonctions de l'État. Ils sont chargés de faire l'état des lieux des secteurs dont ils ont la charge et de répondre aux questions des gestionnaires de crise. Économie, travail, emploi, vie sociale et rassemblement, circulation, frontières, transport et sécurité civile. Comme l'a indiqué le Premier ministre, la CIC obéit donc à 3 principes: responsabilité, vérité et transparence.
Les mesures de confinement. Depuis le 17 mars à midi, et pour une durée de 15 jours minimum, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Le confinement et le respect des gestes barrières, comme l'a rappelé le professeur Salomon tout à l'heure, sont les moyens les plus efficaces pour assurer la protection de chacun. Ces mesures se poursuivent et n'ont qu'un seul objectif, protéger la population. Les activités non essentielles et les contacts accessoires doivent donc être supprimés. Il est très important, pour la protection de tous, d'insister sur ce point. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous ne pouvez sortir sans un motif valable qui pourra faire l'objet d'un contrôle par les forces de l'ordre. À cet égard, depuis le début des mesures de confinement, 1 738 907 personnes ont été contrôlées, dont 375 000 pour la seule journée d'aujourd'hui. 22 574 infractions ont été relevées aujourd'hui, portant le total, depuis la mise en place du dispositif, à 91 824. Un certain nombre de dispositions ont été prises par les maires et les préfets pour restreindre, voire interdire l'accès aux plages, aux parcs, aux jardins et lieux de promenade les plus fréquentés. 6 arrêtés préfectoraux, que l'on peut qualifier de couvre-feu, ont été pris sur l'ensemble du territoire. Nous avons conscience que ce sont des mesures contraignantes qui bouleversent profondément le quotidien de nombreux Français. Mais ce sont des mesures essentielles pour lutter contre la propagation du virus et assurer un retour rapide à la normale. La loi permettant la mise en place de l'état d'urgence sanitaire a été votée cette nuit et sera promulguée dans les prochaines heures. Cette loi renforce les sanctions. En cas de récidive, dans les 15 jours, l'amende de 135 € est portée à 1 500 €. Dans le cas de 4 violations en 30 jours, le non-respect du confinement devient un délit, puni de 3 700 € d'amende et de 6 mois de prison. Elle élargit aussi la compétence de verbalisation, notamment aux policiers municipaux. Ces chiffres démontrent la forte mobilisation des 100 000 policiers et gendarmes pour faire respecter les mesures de confinement. L'objectif n'est pas de sanctionner, mais de changer nos comportements et chercher à faire en sorte que nous soyons protégés. Vis-à-vis de certains comportements observés ces derniers jours, il a été décidé d'intervenir pour faire en sorte que les personnes qui ne respectent pas ces règles les respectent. Une attention particulière est par ailleurs portée aux populations en grande précarité. Des places d'hébergement supplémentaires ont été ouvertes pour les migrants et les sans domicile fixe. Par exemple, en Île-de-France, la capacité de mise à l'abri a été augmentée, 1500 places dans les hôtels, ainsi que l'ouverture de plusieurs centres d'hébergement, notamment à Paris. La règle générale est bien le confinement. Pour autant, ces mesures ne signifient pas l'arrêt de la vie économique du pays, mais un aménagement de celle-ci pour faire face à la crise sanitaire de grande ampleur que nous vivons. C'est pourquoi le gouvernement a précisé que tous les établissements et services indispensables et essentiels à la vie de la nation étaient en état de fonctionner, notamment les commerces alimentaires, les pharmacies, les stations-service, les banques, les bureaux de tabac et de distribution à la presse. En ce qui concerne les transports de marchandises, ceux-ci sont autorisés. Des consignes de discernement ont été données et rappelées aux forces de l'ordre afin de faciliter la circulation des camions et de tous ceux qui doivent absolument se déplacer. Les instructions très claires du ministre de l'Intérieur ont été données en ce sens la nuit dernière. À ce sujet, d'ailleurs, 90% des autoroutes, des stations-service, par exemple, dans les aires d'autoroute, sont réouvertes et permettent plus facilement au transport de pouvoir être assuré. Nous tenons à rappeler qu'il est toujours possible de travailler et que, par ailleurs, près de 8 millions d'emplois, soit plus de 40%, sont aujourd'hui compatibles avec le télétravail dans le secteur privé. Et si le télétravail n'est pas possible, nous pouvons aller travailler. Il est impératif que la continuité de la vie économique de la nation soit assurée. En particulier, il faut permettre le réapprovisionnement et le déroulement normal de toutes ces activités jugées directement ou indirectement essentielles pour le pays. Alimentaire, chimie, énergie, produits de santé. Employeurs
comme salariés, doivent, en toutes circonstances, faire en sorte de respecter les règles barrières qui ont été rappelées par le professeur Salomon. En conclusion, nous en appelons tous au sens des responsabilités et au civisme de chacun. Je tiens également à rappeler l'extrême mobilisation aux côtés des personnels soignants qui font un travail extraordinaire, de ceux qui apportent leur écho à la tâche. Je pense en particulier aux sapeurs-pompiers qui sont très mobilisés. Nous pensons aussi aux forces de sécurité pour protéger l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Une question de RTL et France 2. Quelle est la réaction de la DGS face à l'initiative du docteur Raoult de Marseille de tester tous les malades fébriles et de leur donner de la chloroquine et de tester les patients sans symptômes et sans ordonnance? Alors, nous avons actuellement, comme je l'ai dit, plusieurs protocoles qui incluent l'hydroxychloroquine. Donc, le professeur Raoult nous a demandé de permettre son essai en urgence, ce que nous avons fait, puisque les experts se sont même réunis un week-end, un samedi après-midi pour analyser ce protocole. Donc, nous faisons tout vraiment de façon très rapide et avec un soutien très fort de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des experts des comités de protection des personnes pour que toutes les personnes qui en ont besoin puissent accéder à ce qu'on appelle les essais cliniques, c'est-à-dire que dans des conditions de sécurité optimales, en milieu hospitalier, on puisse tester un certain nombre de molécules, l'hydroxychloroquine par exemple, des antibiotiques, des antiviraux, des antirétroviraux, parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est que les malades graves soient traités, ce qui est très important, mais surtout qu'on produise tous ensemble des connaissances scientifiques en urgence dans des bonnes conditions pour que très rapidement, les solutions apparaissent, qu'elles soient négatives ou positives. Si un médicament n'est pas efficace, il faut le dire. Si un médicament est efficace, il faut le dire aussi et vite. Donc on est vraiment dans cette démarche scientifique qui est classique, qui est qu'on n'est pas sur des souris, on n'est pas en laboratoire, on est avec des malades hospitalisés, des malades graves, qui vont ainsi pouvoir bénéficier au plus vite de molécules considérées comme intéressantes et qu'on puisse en quelques jours savoir si oui ou non il y a un effet biologique, il y a un effet clinique sur leur évolution. Pour RTL, le conseil scientifique se réunit demain. Doit-on s'attendre à un durcissement du confinement? Vous savez que le conseil scientifique ne fait qu'émettre un avis pour le gouvernement sur un certain nombre de questions qui lui sont posées, et donc par le gouvernement. Il y a plusieurs questions qui seront posées à partir de demain aux experts du conseil scientifique, et le conseil scientifique ne fait qu'éclairer le gouvernement sur un certain nombre d'aspects de stratégie de politique de santé ou de politique de confinement, et donc ensuite c'est le gouvernement qui décidera, éclairé par le conseil scientifique. Question pour Hospimedia. Est-ce que la DGS compte faire un point régulier sur le nombre de soignants professionnels de santé testés confirmés? On peut faire un point confirmé sur le nombre de soignants testés positifs. Je ne suis pas certain que tous les soignants soient favorables à ce suivi, d'une part, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie d'afficher le fait qu'ils ont pu être contaminés à l'hôpital ou en ville. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont positifs dans d'autres circonstances, dans d'autres conditions, parce qu'ils sont mobilisés ou parce qu'ils sont au travail. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif, évidemment, à protéger au maximum les soignants, mais je ne suis pas certain qu'un décompte particulier des cas positifs parmi les soignants soit une bonne idée. Je pense que l'objectif, c'est qu'il y ait le moins de soignants positifs malades. C'est évidemment notre objectif principal. Il y a des contaminations extérieures, je le disais tout à l'heure. Je pense que le message principal pour nos concitoyens, c'est que nous pouvons tous être porteurs du virus. Et donc nous devons tous nous comporter comme si nous étions porteurs et éviter donc de contaminer nos proches en respectant, vous voyez, cette distance minimale de 1 mètre. On ne doit pas pouvoir toucher, on ne doit pas pouvoir être touché. On doit surtout réduire massivement les rassemblements, 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes. On voit encore beaucoup de groupes. Et donc c'est dans ces groupes que vous vous retrouvez soit en tant que contaminateur, soit en tant que potentiellement contaminé. C'est vraiment ça qu'on doit avoir en permanence en tête. Et objectivement, il faut que nous réduisions encore nos possibilités d'être en contact ou de contaminer des personnes. C'est vraiment l'obsession que doivent avoir toutes les Françaises et tous les Français chaque jour, quand par hasard ils sortent, de se dire « je ne m'approche de personne et personne ne m'approche » et je réduis, je compte sur les doigts d'une main les personnes qui ont été à proximité de moi. Et c'est vraiment cette stratégie qui fera qu'on ne transmettra plus le virus.
excusez-moi, RTL et France 2 souhaiteraient que vous soyez plus précis sur leurs questions, sur votre réaction sur le docteur Raoult. Ils trouvent que vous répondez pas forcément à la question. Vous m'avez posé la question de savoir si il fallait inclure des patients dans les protocoles thérapeutiques. Nous le favorisons, puisque nous avons favorisé à la fois l'essai qui vient d'être publié par le professeur Raoult dans un journal international, et nous avons ouvert un nouveau bras d'inclusion international pour permettre à des patients d'être mis sous ce traitement. Donc c'est une bonne chose. Et la deuxième question, qui est celle des tests, là encore, nous multiplions les tests, le ministre l'a dit hier, et donc il faut favoriser évidemment l'accès aux tests pour les personnes qui sont malades, l'accès aux tests pour les personnes qui vont être hospitalisées, l'accès à l'imagerie aussi, c'est une suggestion du professeur Raoult que d'avoir une imagerie précoce chez certains malades. Et puis il y a cette question très importante, et c'est pour ça que je vous disais que la recherche progresse, il y a la question aussi de tester plus largement à la recherche du virus ou à la recherche des anticorps pour avoir une idée plus précise du nombre de personnes qui sont contaminées en France ou du nombre de personnes qui ont été contaminées. Donc tout ça fait l'objet de protocoles. Le professeur Raoult dirige un institut hospitalo-universitaire de recherche, et donc s'il veut faire produire des connaissances scientifiques, tester davantage et tester des hypothèses thérapeutiques, c'est dans ce sens de la production de connaissances que nous allons. Plusieurs questions de l'APM, l'agence de presse médicale. La première, lorsque le dépistage sera massif, quel sera l'objectif? Rechercher des personnes infectées ou infectées par le passé? Alors, là aussi, deux questions très différentes. On se place dans l'avancée de l'accès au diagnostic. Et on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes schémas. Beaucoup nous disent que, par exemple, la Corée ne fait pas comme la France. La Corée a décidé de ne pas confiner. Nous avons décidé de confiner. La Corée cherche des personnes positives partout, et la Corée a un gros cluster, un gros regroupement de cas autour d'une grande ville, et donc elle a totalement fermé cette grande ville, et elle évite, et elle teste tout autour de cette ville pour être certain que les cas restent bien dans la ville, que personne ne bouge, et qu'il n'y a pas de diffusion sur l'ensemble du territoire. En France, nous avons eu cette stratégie au départ, je vous rappelle, dans la phase 1, où on cherchait des personnes qui rentraient, dans la phase 2, pour savoir si le virus commençait à diffuser sur le territoire. Et aujourd'hui, nous sommes dans une stratégie où l'épidémie est là, et où nous voulons absolument tester les personnes qui sont hospitalisées, tester les personnes qui sont fragiles, tester les personnes qui sont en EHPAD, tester les professionnels de santé. Si nous pouvons multiplier les capacités de test, nous le ferons pour mieux rechercher les personnes porteuses, mais nous aurons aussi à rechercher, à l'issue du confinement, la possibilité que le virus revienne sur le territoire, c'est ce que font les autorités chinoises, mais nous aurons aussi un autre objectif qui est celui de pratiquer des tests de type sérologique pour savoir exactement combien de personnes en France ont été en contact avec le virus et sont donc immunisées, ce qui nous donnera un élément très important de protection de la population française contre une éventuelle nouvelle circulation du virus. Une seconde question de l'APM. A-t-on plus de visibilité sur la situation dans les EHPAD au niveau national? Alors, la situation dans les EHPAD est très hétérogène. Certaines ne sont pas touchées, d'autres le sont durement, en particulier dans les régions les plus touchées. Et c'est assez logique puisque vous savez que malgré tout, malgré toutes les précautions que l'on a prises et les personnels font un travail remarquable, les personnes sont forcément en contact les unes avec les autres et on a des contacts dans un EHPAD avec le personnel qui s'occupe de vous, avec le personnel qui vient pour apporter les repas ou pour vous permettre de faire vos déplacements. Donc il y a déjà beaucoup moins de visites, mais on ne peut pas enfermer un résident, enfermer une personne âgée dans sa chambre et lui empêcher de voir quiconque. Ça n'a aucun sens. On essaye vraiment de réduire au maximum les contacts, mais il faut trouver le juste équilibre entre une personne âgée qui a besoin quand même de soutien et le risque éventuellement de la contaminer. Donc les EHPAD sont très mobilisés, le personnel fait un travail fabuleux jour et nuit. Nous suivons attentivement les épidémies et les cas groupés dans les EHPAD. Ce sont des signalements qui sont faits directement aux agences régionales de santé et on sait que ce sont des foyers à surveiller de très près puisque ce sont des foyers de personnes très âgées et souvent très fragiles. Une dernière question de l'APM. A-t-on des chiffres sur le nombre de médecins dans un état grave?
Non, parce que comme je vous le dis, d'abord il y a le respect du secret médical. Quand les gens sont dans un état grave, on n'a pas l'identité, on n'a pas leur profession, heureusement, et c'est tant mieux pour eux et c'est tant mieux pour nous, parce que c'est quand même le principe de la déontologie de la médecine à la française que de ne pas dire qui est en réanimation, parce que les gens n'ont pas forcément envie que ça se sache à l'extérieur, et donc nous ne demandons pas les professions, nous ne demandons pas les identités. Et quand régulièrement vous me posez des questions sur un cas individuel, je vous réponds que je n'ai pas cette information parce que nous avons, nous, un objectif qui est un objectif de surveillance nationale de l'épidémie, mais pas de suivi des cas individuels. Une question de BFM TV. Monsieur Blanquer a évoqué un retour privilégié le 6 mai en classe. Est-ce crédible ou trop tôt pour l'annoncer? Difficile. On ne sait pas dans quelles conditions va évoluer cette épidémie. Je dirais que les Françaises et les Français ont le sort de cette épidémie entre leurs mains, parce que si les mesures barrières sont appliquées, si la distanciation sociale, c'est-à-dire ces fameux 1 mètre, sont respectés tout le temps, partout, dehors, et surtout si le confinement strict est appliqué, c'est-à-dire qu'on a chacun la discipline de voir un minimum de personnes, en dehors des personnes qui sont sous son toit, dans son propre foyer, de ne sortir que si on a une très bonne raison, et pas 4 fois par jour pour aller prendre l'air. Et vraiment d'être très attentif dans l'ensemble des activités. Le préfet a rappelé les activités autorisées. Quand on va faire des courses, quand on prend les transports pour se rendre à son travail, il faut être en permanence attentif au respect du lavage régulier des mains et de la distance, éviter au maximum les réunions, éviter les regroupements. Et c'est ainsi que l'on pourra fléchir tous ensemble la courbe de l'épidémie et sortir rapidement de cette période si difficile. Une dernière question, c'est BFM TV. Quel est le détail par tranche d'âge au-dessus de 30 ans pour les personnes en réanimation? Alors, il y a très peu de personnes jeunes, je l'ai déjà dit. Il y a essentiellement des personnes entre 40 et 60 ans en réanimation, et puis au-delà, évidemment. Mais c'est un bon tiers des personnes en réanimation qui sont dans cette tranche des 40-65 ans. Et puis au-delà, évidemment, et il y a un mélange de personnes avec ou sans pathologie chronique, mais nous publions ces données, et Santé publique France publie des données précises, catégorie par catégorie d'âge, mais aussi en fonction du sexe et en fonction des régions. Et donc il y aura un point épidémiologique détaillé publié par Santé publique France. Merci.